Dans un coin reculé d'Afrique, là où les vents chauds soulèvent des nuages de poussière ocre, s'étendait un petit village nommé Zangara. Ce village, niché entre des collines arides et des plaines poussiéreuses, vivait au rythme d'une nature capricieuse. Lorsque les pluies tombaient, elles faisaient renaître la terre en une explosion de verdure et de vie. Mais la plupart du temps, le soleil implacable régnait, brûlant le sol et obligeant les habitants à puiser dans leurs réserves d'eau avec parcimonie. Les habitants de Zangara étaient des survivants. Ils avaient appris à vivre avec peu, s'adaptant à leur environnement rude grâce à leur ingéniosité et leur solidarité. Chaque famille contribuait à la vie communautaire, les femmes tissaient des nattes et préparaient des repas, les hommes cultivaient les champs arides ou réparaient les maisons en torchis, et les enfants jouaient dans la poussière en inventant des jeux simples mais joyeux. C'était dans ce cadre aussi éprouvant que chaleureux qu'Amina, la fille au cœur d'or, vint au monde. Mais sa naissance n'était pas un événement célébré par des chants ou des danses. Non, Amina vint au monde dans le silence et l'obscurité, sous une tente de fortune dressée à la périphérie du village. Sa mère, une femme au passé tumultueux, accoucha seule, son cœur alourdi par le poids des décisions qu'elle devait prendre. Cette femme, dont le nom fut effacé par l'oubli collectif du village, avait vécu une vie marquée par la pauvreté et l'exclusion. Prostituée par nécessité, elle portait en elle une douleur que personne ne prenait le temps de comprendre. Amina n'avait que quelques heures de vie lorsqu'elle fut déposée sur les marches poussiéreuses de l'orphelinat des Sœurs de la Miséricorde. Sa mère, le regard voilé de larmes et d'amertume, enveloppa le nourrisson dans un pagne usé avant de s'éloigner dans la nuit, le cœur lourd d'avoir abandonné une part d'elle-même. Elle savait qu'elle ne pourrait offrir à son enfant qu'une vie d'errance et de souffrance, et c'est avec un dernier élan d'espoir qu'elle confia Amina à celle qu'elle croyait capable de lui donner une chance de survie. Les Sœurs de la Miséricorde, des femmes dévouées au service des plus vulnérables, découvrirent le bébé sur leur seuil au petit matin. Ces cris perçants, mélangés au chant lointain d'un coq, attirèrent leur attention. L'une d'elles, Sœur Maria, s'agenouilla pour ramasser l'enfant. Ses mains révélèrent un petit corps frêle et un visage déjà empreint de douleur. Mais ce qui attira immédiatement son regard, c'était la courbure inhabituelle du dos de l'enfant. Amina était née avec une difformité corporelle, un trait qui, bien qu'inoffensif pour sa santé, allait faire d'elle une cible de curiosité et de rejet. L'orphelinat, un bâtiment modeste entouré d'un petit jardin asséché, était déjà surchargé. Les sœurs s'efforçaient de répondre aux besoins de dizaines d'enfants laissés à leur sort par des familles dévastées par la pauvreté ou les conflits. Malgré cela, elles accueillirent Amina avec une tendresse qui contrastait avec la rudesse de leur quotidien. Elles lui donnèrent son nom, qui signifie « vérité » et « fidélité », espérant qu'il porterait en lui la promesse d'un avenir meilleur. Cependant, la vie à l'orphelinat n'était pas simple pour un enfant comme Amina. Sa différence physique, bien que mineure, attira très tôt des regards curieux ou méprisants. Les autres enfants, souvent eux-mêmes marqués par des traumatismes, trouvaient en elle une cible facile pour leurs moqueries. Les adultes, débordés par le nombre d'âmes à nourrir et à élever, ne remarquaient que rarement les larmes silencieuses d'Amina dans les coins sombres du dortoir. Ainsi, dès sa naissance, Amina fut confrontée à une réalité à la fois brutale et indifférente. Mais sous les regards jugeants et les murmures, quelque chose de plus fort émergeait en elle, une flamme de résilience. Amina, même dans ses moments de solitude, observait le monde avec une curiosité insatiable, comme si elle cherchait déjà un moyen de transcender les épreuves qui l'attendaient. Avant de continuer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, pour partager cette vidéo. Cela nous verra plaisir. Dès son arrivée à l'orphelinat, Amina comprit que sa différence la plaçait dans une position de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais connue. Ses traits, ses gestes, et même son regard, semblaient d'emblée déranger les autres enfants, comme une étrangeté dans un monde déjà marqué par la douleur et la perte. Ces enfants, souvent eux-mêmes écorchés par des vies brisées, cherchaient instinctivement un exutoire à leur propre souffrance. Ils se tournaient alors vers Amina, plus fragile, plus solitaire,
comme une cible facile. C'est ainsi qu'elle devint rapidement la victime de moqueries cruelles et de rires étouffés dans les couloirs sombres de l'orphelinat. Les mauvais traitements qu'elle endurait étaient parfois subtils, dissimulés sous des sourires ou des gestes de mépris. Mais leur impact, lui, était profond et constant. Chaque jour, Amina vivait dans l'ombre de ces petites violences invisibles. Un mot de trop, une moquerie lancée à la volée, un geste brusque. Ces agressions silencieuses s'accumulaient en elle, nourrissant son isolement. Elle se sentait invisible, comme une ombre parmi les autres, oubliée des adultes qui, eux aussi, semblaient pris dans un tourbillon de tâches et de responsabilités. L'orphelinat était surpeuplé, mal financé, et les regards des éducateurs étaient trop souvent détournés par l'urgence du quotidien. Personne ne voyait les larmes cachées dans les recoins sombres de ces nuits, ni les traces invisibles laissées par les cruautés des autres enfants. Pourtant, au cœur de cette souffrance, Amina possédait une force silencieuse, une lumière intérieure que rien ne semblait pouvoir éteindre. Elle était capable de percevoir la beauté là où d'autres n'y voyaient que néant. Sa curiosité insatiable envers le monde était sa bouée de sauvetage, un moyen d'échapper, ne serait-ce qu'un instant, à la morosité de son existence. Alors qu'elle se retrouvait souvent seule, repliée sur elle-même dans un coin de l'orphelinat, Amina se plongeait dans l'observation minutieuse de son environnement. Les débris qui jonchaient le sol, les objets abandonnés, devenaient pour elle une source d'inspiration infinie. Une simple boîte de conserve rouillée, rejetée et oubliée, se métamorphosait dans son esprit en un récipient utile, une œuvre en devenir. Un vieux pneu, inutilisé et sale, se transformait sous ses yeux en une balançoire, un espace de liberté et de rêverie, où elle pouvait se projeter au-delà des murs de l'orphelinat. Un morceau de bois fendu, ramassé au hasard, devenait une étagère, un endroit où elle pouvait disposer ses quelques trésors, ses pensées et ses espoirs. À travers ces objets simples, Amina apprenait à voir au-delà des apparences, à imaginer des mondes nouveaux et à se réinventer sans cesse. Dans cette solitude imposée, Amina créa un univers parallèle, fait de récupération et de transformation. Elle réinventait son quotidien, trouvant dans les objets abandonnés la possibilité d'une seconde chance, à l'image de son propre parcours. Elle comprit que, même dans les conditions les plus difficiles, il y avait toujours un moyen de reconstruire, de réécrire sa propre histoire. Et ainsi, chaque morceau de débris abandonné devenait pour elle non seulement une source de survie, mais aussi une forme de résistance silencieuse contre l'injustice et la douleur. À l'âge de 16 ans, Amina fut confrontée à une réalité qu'elle redoutait depuis longtemps: l'orphelinat ne pouvait plus la garder. Les règles étaient immuables et sans appel. Une fois atteint l'âge de la majorité, chaque jeune adulte devait quitter l'établissement pour faire place aux plus jeunes, à ceux qui, comme elle autrefois, avaient besoin d'un toit, d'un refuge. Amina se retrouva donc seule, sans famille, sans protection, dans un monde qu'elle ne connaissait que trop bien, mais auquel elle n'était pas prête à appartenir pleinement. L'orphelinat, une fois qu'il l'avait accueillie et protégée, la rejetait, comme un livre dont on a tourné la dernière page. La porte de l'orphelinat se referma sur elle, et Amina, désemparée, se retrouva dans les rues poussiéreuses de Zangara, une ville où les pavés semblaient retenir la chaleur du soleil, et où les ventres vides et les regards fuyants étaient monnaie courante. Elle n'avait plus que ses maigres vêtements et ses souvenirs d'enfance pour se défendre contre le froid de la rue. Elle se réfugia d'abord sous les arbres, cherchant un peu d'ombre et de réconfort dans la fraîcheur des rares coins de verdure que la ville offrait encore. La nuit, elle s'endormait sur des morceaux de carton usés, à la merci des intempéries et de l'insécurité. Le matin, son ventre criant de faim, elle arpentait les rues, s'arrêtant ici et là pour récupérer les restes de nourriture laissés par les marchands du marché. Souvent, elle se contentait de ce qu'elle trouvait: une pomme un peu trop mûre, un morceau de pain durci, des légumes qui n'avaient plus de valeur pour les commerçants mais qui, pour elle, étaient un trésor. Mais, même dans ces conditions précaires, Amina refusait de se laisser engloutir par la misère. Elle savait que céder au désespoir serait une défaite totale.
Elle avait trop appris dans les années passées pour se laisser engloutir par la souffrance sans réagir. Chaque jour, à l'aube, Amina parcourait les ruelles malodorantes, fouillant dans les décharges à ciel ouvert où les déchets étaient rognés par la poussière et le temps. Mais, au lieu de se laisser écraser par cette accumulation de saleté et de négligence, elle y voyait des possibilités. Chaque objet, chaque débris abandonné devenait pour elle une chance de créer quelque chose de nouveau, de réinventer son environnement, de trouver un sens à la dureté de la vie qu'elle vivait. Elle commença à ramasser tout ce qu'elle pouvait, des morceaux de verre brisés, des bouts de ferraille, des vieux plastiques et des restes de tissus. Avec patience et habileté, Amina transforma ces déchets en objets utiles et ingénieux. Elle fabriqua des filtres à eau rudimentaires à partir de sable et de charbon, pour rendre l'eau des rivières plus propre et plus potable. Elle créa des lampes à huile à partir de bouteilles cassées, les remplissant d'huile de récupération et en utilisant de simples mèches pour illuminer ses nuits solitaires. Mais elle ne se contenta pas de satisfaire ses besoins personnels. Consciente de la pauvreté qui régnait autour d'elle, elle commença à fabriquer des jouets pour les enfants du quartier, des jouets simples mais empreints de créativité. Des poupées faites de chiffon, des voitures en bois sculpté, des cerfs-volants fabriqués avec des morceaux de tissu et de bambou. Ces jouets étaient un rayon de soleil dans un quotidien souvent marqué par la dureté, une manière pour elle d'apporter un peu de joie, de distraction, et peut-être même d'espoir aux enfants qui, comme elle, avaient grandi dans l'ombre. Peu à peu, Amina devint un personnage connu et respecté dans les quartiers où elle errait. Les gens la saluaient, reconnaissant en elle non seulement la force de ceux qui survivent, mais aussi celle de ceux qui transforment la souffrance en quelque chose de créatif, de beau. Elle n'avait plus de maison, mais elle avait trouvé un moyen de se créer un foyer, un lieu où ses gestes et ses idées pouvaient se déployer, même dans la précarité. Amina avait appris à survivre, à s'inventer un monde dans lequel elle pouvait exister pleinement, même si le monde extérieur semblait souvent vouloir l'effacer. Au début, les villageois n'avaient Dieu que pour l'apparence d'Amina. Ils la prenaient pour une mendiante, une pauvre âme errant sans but, ou pire encore, une folle à l'esprit dérangé. Les regards étaient souvent empreints de méfiance, voire de jugement. Ses mains noircies par le travail et les matériaux de récupération, ses vêtements usés et déchirés, et son air distrait, concentré sur ses créations plutôt que sur son environnement, ne faisaient que renforcer cette impression. Elle n'était qu'une silhouette parmi tant d'autres, un visage inconnu dans la foule du marché, un être étrange aux gestes imprévisibles. Mais Amina n'abandonna pas. Elle savait qu'au fond d'elle résidait une valeur que le regard des autres ne pouvait atteindre. Petit à petit, ses créations commencèrent à attirer l'attention. Ce n'était pas seulement l'utilité qui frappait les gens, mais aussi la beauté insoupçonnée des objets qu'elle fabriquait. Chaque article qu'elle confectionnait, qu'il s'agisse d'un panier tressé à la main ou d'un outil de fortune, portait en lui une signature, une histoire, et un soin particulier. Sa patience et son regard créatif transformaient des matériaux rejetés en pièces uniques, pleines de caractère. Une première femme, charmée par l'ingéniosité et l'esthétique d'un porte-panier qu'Amina avait réalisé, lui proposa d'acheter son produit. Ce fut un moment charnière pour la jeune femme, pour la première fois, quelqu'un reconnaissait la valeur de son travail, et une transaction financière se concrétisait. Un homme, plus tard, vint à elle avec une demande particulière. Il voulait un piège à rats pour se débarrasser des nuisibles dans son grenier. Ce fut un nouveau défi qu'Amina releva avec brio. Le piège qu'elle conçut ne se contentait pas d'être fonctionnel, il était aussi astucieux et durable, un témoignage de son inventivité. Peu à peu, les commandes commencèrent à affluer. Les villageois, qui la considéraient d'abord comme une présence étrange, commencèrent à voir en elle une artisane habile, une créatrice capable de résoudre leurs petits soucis quotidiens avec ses objets faits main. Les premiers gains qu'Amina récolta de ses créations furent modestes, mais ils lui ouvrirent la voie vers un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps, corriger sa difformité. Elle avait toujours ressenti le poids de cette imperfection, un fardeau invisible qui affectait sa confiance en elle. Mais l'idée d'une opération semblait un rêve lointain, un luxe qu'elle pensait hors de portée. Cependant, avec l'argent qu'elle commença à accumuler, elle osa franchir le pas. Elle entreprit un long voyage jusqu'à la ville voisine, où un médecin, bien que réticent au début, accepta de l'aider. En échange d'une somme modeste qu'elle avait économisée, l'opération fut planifiée. Après des semaines d'attente, l'intervention eut lieu. C'était un moment délicat, un tournant,
et Amina ressentait à la fois de l'espoir et une peur silencieuse. Mais, contre toute attente, l'opération fut un succès. Quand elle retourna au village, la transformation fut spectaculaire. Non seulement son visage, mais aussi sa posture avait changé. Ses traits, bien que toujours empreints de sa singularité, avaient retrouvé une certaine harmonie, une nouvelle clarté. Les habitants, qui l'avaient vue évoluer au fil des années, furent stupéfaits. Mais ce n'était pas seulement son apparence physique qui avait changé. En réalité, c'était l'ensemble de son être qui avait subi une métamorphose. La confiance qu'elle dégageait désormais brillait de mille feux, comme le soleil au zénith, éclatante et inébranlable. Ce n'était plus la même Amina, mais une jeune femme pleine d'assurance, qui savait désormais qui elle était et ce qu'elle avait à offrir au monde. Sa transformation n'était pas seulement extérieure. Elle était la récompense de toutes ces années de lutte, de persévérance et de travail acharné. Et, à présent, les regards des autres, loin de la juger, la reconnaissaient. Elle n'était plus simplement une étrangère dans les rues du village, mais une femme respectée, dont l'histoire inspirait, et dont le parcours était désormais un modèle de courage et d'espoir. Une fois transformée, tant physiquement que moralement, Amina n'oublia pas d'où elle venait. Les douleurs de son enfance, les souffrances qu'elle avait traversées, demeuraient gravées dans son esprit. Ses souvenirs de solitude, de rejet et de lutte l'accompagnaient chaque jour, mais au lieu de les laisser la consumeur, elle choisit de les transformer en une mission de vie. Elle savait au fond d'elle que la souffrance, aussi intense soit-elle, ne devait pas être une fin, mais un point de départ pour quelque chose de plus grand. Grâce à ses revenus qui ne cessaient d'augmenter, elle parvint à louer une petite maison dans le village, un lieu modeste mais chaleureux, qu'elle transforma en un refuge dédié aux orphelins. Ce n'était pas simplement un endroit où ils pourraient se reposer, mais un sanctuaire de réconfort, d'apprentissage et de création. Amina, qui avait elle-même connu l'isolement et la précarité, désirait offrir à ses enfants ce qu'elle n'avait pas eu, une chance de grandir, d'apprendre et de rêver. Elle leur enseignait d'abord les bases de la lecture et de l'écriture, mais au-delà de cela, elle leur offrait un autre type d'éducation, une éducation qui éveillait leur esprit créatif et leur permettait de se découvrir eux-mêmes. Dans le petit atelier qu'elle avait aménagé dans un coin de la maison, elle leur montrait comment transformer des objets abandonnés en outils utiles, en jouets, ou même en véritables œuvres d'art. Un bout de bois devenait une sculpture, un vieux bout de tissu se transformait en un sac ou en une poupée. Amina leur enseignait que rien n'était perdu, que chaque chose, même la plus insignifiante, pouvait avoir une seconde vie, si l'on y mettait du cœur et de l'imagination. Elle leur inculquait également des valeurs qui lui étaient chères, la persévérance, la bonté, et surtout, l'importance de croire en soi. Peu importe d'où l'on vient, ce qui compte, c'est ce que l'on choisit de devenir, leur disait-elle souvent. Ces enfants, souvent laissés pour compte par la société, avaient enfin quelqu'un pour croire en eux. Les habitants de Zangara, qui autrefois l'avaient regardée avec indifférence, voire mépris, commencèrent à voir Amina sous un autre jour. Ils remarquaient non seulement son courage, mais aussi la générosité et la bienveillance qu'elle offrait sans attendre en retour. Le village se transforma lentement, comme si l'exemple d'Amina apportait un souffle nouveau, une lueur d'espoir. Peu à peu, des hommes et des femmes du village commencèrent à se porter volontaires pour l'aider dans sa mission. Certains venaient apporter des matériaux, d'autres offrirent leur temps ou leur savoir-faire. Ensemble, ils bâtirent ce qui allait devenir un véritable orphelinat, un lieu où les enfants pouvaient grandir, non seulement dans un cadre sécurisé, mais aussi dans un environnement nourrissant leur âme et leur esprit. Le bâtiment, qui était modeste au départ, se transforma peu à peu. Des dortoirs spacieux furent aménagés, permettant à chaque enfant de dormir dans un lit propre, dans un environnement calme. Une bibliothèque fut installée, remplie de livres que des bénévoles avaient récoltés à travers le village, afin d'offrir aux enfants un accès à la culture et à la connaissance. Et dans un coin de la maison, un grand atelier de création fut mis en place, où les enfants pouvaient laisser libre cours à leur imagination, tout en apprenant des métiers manuels. C'était un lieu de transformation, non seulement pour les objets, mais pour les vies des enfants qui y entraient. Amina n'avait pas seulement créé un refuge pour orphelins. Elle avait bâti un véritable havre de paix et de croissance, un endroit où chaque enfant pouvait trouver son potentiel, apprendre à rêver, et surtout, à croire en l'avenir. Et alors qu'elle les voyait grandir et s'épanouir, elle savait que sa mission était accomplie.
elle leur avait offert ce qu'elle avait toujours cherché à offrir à elle-même, une chance de se reconstruire, de se réinventer et de devenir plus grand que leurs souffrances passées. Les années s'égrenaient lentement, mais l'œuvre d'Amina, elle, ne cessait de croître. Elle était devenue bien plus qu'une simple figure du village, elle était une source d'inspiration, un pilier sur lequel beaucoup s'appuyaient. Sa réputation avait franchi les frontières de Zangara, et son orphelinat, qu'elle avait façonné avec tant de dévouement, accueillait désormais des enfants venus de toute la région. Ces enfants, qu'elle avait sauvés de la rue ou de l'abandon, grandissaient sous son regard bienveillant, dans un environnement sûr, éducatif et créatif. Ils apprenaient à transformer leur douleur en force, leur solitude en solidarité. Amina leur avait donné bien plus qu'un toit, elle leur avait offert un avenir, une chance de devenir les architectes de leur propre vie. Mais Amina n'était jamais restée figée dans son rôle de mère et de protectrice. L'esprit d'innovation qui l'avait toujours animée ne l'avait pas quittée. Chaque jour, elle cherchait de nouvelles façons d'améliorer la vie de son village. Ses créations ne se limitaient pas aux objets, elle inventait des systèmes pour capter l'eau de pluie, afin de résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau dans le village. Elle développa aussi des fours solaires, permettant aux habitants de cuisiner sans dépendre du bois ou du charbon, réduisant ainsi la déforestation et facilitant la vie des familles. Chaque invention était une réponse aux défis quotidiens des villageois, un exemple de résilience et de créativité face aux difficultés. Mais un jour, alors que les couleurs du crépuscule enveloppaient doucement la vallée, Amina se rendit sur la colline qui surplombait le village, comme elle le faisait parfois, pour contempler le paysage. Le soleil, orange et doré, semblait se fondre dans la terre, baignant tout le village d'une lumière apaisante. C'était un moment de calme, un instant suspendu où elle pouvait, enfin, laisser reposer son esprit, loin des préoccupations quotidiennes. Mais ce jour-là, alors qu'elle se perdait dans la contemplation du ciel, un jeune garçon s'approcha d'elle. C'était un des enfants qu'elle avait recueillis des rues, un de ceux qu'elle avait sauvés de l'indifférence du monde. Il avait grandi sous son toit, mais ses yeux brillaient toujours de cette soif de comprendre et de découvrir le monde. « Maman Amina, dit-il en s'approchant d'elle, comment as-tu appris à voir de la beauté là où tout le monde voit des déchets ?» La question, simple en apparence, toucha Amina en plein cœur. Elle tourna la tête vers lui, et un sourire doux se dessina sur ses lèvres. Elle posa une main protectrice et affectueuse sur la tête du garçon, comme elle avait l'habitude de le faire lorsqu'il était encore tout petit. Ses doigts se glissèrent dans ses cheveux, réchauffés par la lumière du soleil, et elle répondit, sa voix empreinte de tendresse. « La beauté est partout, mon enfant, dit-elle doucement. Il suffit d'ouvrir son cœur pour la voir. » Ce n'étaient pas seulement des mots pour Amina, mais une vérité qu'elle avait vécue à travers sa propre expérience. Tout au long de sa vie, elle avait appris à voir le potentiel caché dans les choses que les autres rejetaient. Chaque morceau de bois, chaque métal rouillé, chaque bout de tissu usé pouvait être transformé, non seulement en objet, mais en symbole de renouveau. Pour Amina, la beauté résidait dans la capacité à voir au-delà de la surface, à comprendre que chaque difficulté pouvait être une occasion de grandir, d'apprendre, et de donner une nouvelle chance. En ces instants de calme, avec la lumière du soir qui baignait le monde d'une douce chaleur, Amina savait que son legs allait bien au-delà de ses inventions et de son orphelinat. Son vrai héritage résidait dans cette capacité qu'elle avait donnée à tant d'autres, celle de voir la beauté là où personne ne l'attendait, celle de croire en un monde meilleur même lorsqu'il semblait être brisé. Et, en ce moment précis, en voyant l'étincelle dans les yeux du garçon, elle sut qu'elle avait accompli sa mission. Sa vision du monde avait été transmise, et la chaîne de l'espoir et de la beauté continuait de se tisser, plus solide que jamais. L'histoire d'Amina ne resta pas confinée aux frontières de Zangara. Son nom, d'abord murmuré parmi les habitants du village, se propagea lentement, comme une rumeur portée par le vent. Au fil des années, les voyageurs, les journalistes et les bénévoles vinrent de loin, fascinés par cette femme au cœur d'or, animée d'un amour inébranlable pour les enfants et d'une volonté farouche de transformer la souffrance en espoir. Ils voulaient rencontrer la personne derrière cette incroyable histoire de résilience et de solidarité. Et, à chaque rencontre, Amina accueillait ces âmes curieuses avec la même douceur et sagesse qui l'avait guidée toute sa vie. Son nom devint synonyme d'espoir et de persévérance dans toute la région, puis bien au-delà.
De plus en plus de personnes se sentaient inspirées par son parcours, comment une jeune orpheline, rejetée et maltraitée, avait réussi à se relever, non seulement pour se sauver elle-même, mais pour sauver toute une génération d'enfants. Sa vie devint un modèle, un symbole vivant du pouvoir de la rédemption et de la transformation. Les enfants qu'elle avait sauvés et éduqués grandirent pour devenir des adultes accomplis. Certains devinrent enseignants, partageant les connaissances et les valeurs qu'Amina leur avait transmises. D'autres choisirent des métiers manuels, devenant artisans, inventeurs, ou architectes de l'avenir de Zangara. Certains même devinrent des leaders communautaires, reprenant le flambeau de la transformation que leur mentor leur avait confié. Partout, dans le village et au-delà, les traces de l'héritage d'Amina se retrouvaient dans chaque coin de rue, chaque entreprise, chaque action collective. Tous ceux qui avaient croisé sa route portaient en eux une partie de l'esprit d'Amina, celui d'une enfant abandonnée devenue une lumière pour les autres, un phare dans l'obscurité de la souffrance. À mesure que les années passaient, Amina vieillissait, mais sa lumière ne s'éteignait jamais. Elle avait transformé sa douleur en une force tranquille, un courage indomptable. Chaque fois qu'elle se tenait dans l'atelier, entourée des rires et des créations des enfants qu'elle avait élevés, elle savait que tout ce qu'elle avait traversé avait trouvé sa juste place. L'orphelinat était devenu un havre de créativité et d'amour, et le village tout entier était devenu un exemple vivant de ce que la solidarité et la persévérance pouvaient accomplir. L'histoire d'Amina, la fille au cœur d'or, se transmit de génération en génération. Les contes racontés autour des feux de camp, les récits dans les écoles, les livres publiés à son sujet, tous contribuaient à nourrir la légende de cette femme qui, grâce à son amour incommensurable et à sa vision, avait non seulement changé le destin des enfants de Zangara, mais aussi celui de tout un village. Son nom, sa mission, et son exemple inspirèrent des milliers de personnes à travers le monde, leur rappelant que les épreuves les plus dures peuvent parfois être le terreau d'une vie extraordinaire. Amina nous montre que, quelles que soient les épreuves de la vie, il est toujours possible de transformer la douleur en force, le rejet en inspiration, et l'isolement en communauté. Elle nous rappelle que, quel que soit notre passé, nous avons tout le pouvoir de changer le monde, de marquer les cœurs et d'illuminer les vies. Son histoire nous enseigne que ce qui compte, au fond, n'est pas ce que nous avons subi, mais ce que nous choisissons de devenir, et la manière dont nous choisissons de partager notre lumière avec les autres. Aujourd'hui, alors que le village de Zangara continue de prospérer, que l'orphelinat demeure un sanctuaire d'amour et d'espoir, l'héritage d'Amina reste vivant, indélébile. Elle a non seulement créé des objets, mais elle a façonné des vies. Et, à travers les générations qu'elle a inspirées, sa légende continue de vivre, éclairant les chemins de ceux qui croient, comme elle, que la beauté, l'espoir, et la résilience résident en chacun de nous. Si vous avez apprécié l'histoire, aimez la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous. Nous vous disons à la prochaine.